Bien, je pense qu'il est. Bonsoir à toutes et tous ceux qui nous regardez depuis votre salon ou votre lit ou peu importe. Bonsoir au docteur Patrick Lemoine et Ah, bonsoir à Stéphane Dumonceau. Alors, bienvenue à cette 13e édition du Café Psycho dont le thème est l'effet placebo, l'effet nocebo. Je rappelle ici que le principe du café Psycho, c'est de réunir les utilisateurs de cet outil merveilleux qu'est le Psycho. Et je vous précise également que vous pouvez retrouver les enregistrements de nos cafés Psycho sur notre chaîne YouTube dans la playlist Café Psycho. Il y en a quand même eu quelques-uns puisque nous avons commencé d'ailleurs avec le docteur Patrick Lemoine pour la thématique de l'importance du sommeil, un des piliers de l'état de santé. Ensuite, il y a eu la dépression hivernale, et puis le deuil et ses étapes. Ensuite, on a parlé de la maladie, le mal a dit, la fibromyalgie, ou en tout cas la gestion de la douleur, physique, la gestion du poids. On a travaillé aussi sur la gestion du stress et le lâcher-prise. Puis nous avons abordé le sujet du psycho et de l'immunité. Ensuite, on a fait un café psycho qui était plus spécialisé milieu hospitalier on a parlé du psycho et de l'utilisation en anesthésiologie avec le docteur Lichinko, et puis le psycho et les céphalées. Et nous voilà aujourd'hui avec à nouveau le docteur Patrick Lemoine pour cette thématique que moi j'estime passionnante également. Voilà. Et donc, Stéphane, est-ce que tu as envie d'introduire le docteur Patrick Lemoine? voilà, bonjour, docteur Lemoine. Donc, je vous présente succinctement Patrick Lemoine, utilisateur psycho, avant tout, pour, en ce qui nous concerne avant tout, médecin psychiatre, docteur en neurosciences et spécialiste du sommeil et auteur de nombreux livres sur le sujet. Le docteur Lemoine a été le directeur médical international de la division psychiatrique du groupe de clinique Orpea, Clinéa en France. Il a publié de nombreux ouvrages consacrés au sommeil et à ses troubles, à l'anxiété, au sevrage des médicaments aussi, etc., etc. Alors, vous avez écrit deux livres en 1996 et en 2011, l'un sur l'effet placebo, qui s'intitule Le mystère du placebo. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris votre existence. Je me dis, tiens, quelque chose d'intéressant. Et l'autre sur l'effet nocebo, qui s'intitule Le mystère du nocebo. Ces deux livres sont disponibles sur la Fnac et Amazon. Alors, on parle de mystère, presque de magie, puisque en utilisant un leurre lors d'expérimentations scientifiques pour vérifier l'effet d'un principe actif, un groupe prend le produit à tester et un autre groupe reçoit un leurre. Personne ne sait quel groupe prend quoi et en général, on a aussi un groupe contrôle qui ne prend rien. Or, dans certains cas, on observe que le groupe ayant reçu le leurre obtient des effets mesurables, parfois importants. Il y aurait donc un effet produit par le corps lui-même, ou plutôt le corps-esprit, qui tendrait à l'auto-réparation. La médecine a vite rangé ce processus pourtant particulièrement intéressant en effet placebo péjorativement, car intitulant l'effet de psychique, donc non sérieux dans un cadre d'analyse de principes actifs, sous-entendu inexistant. Le fameux sepsi, régulièrement entendu par les médecins. Tout le monde, je pense, a déjà constaté ce genre de rangement inadéquat, selon moi. Alors, je cite un extrait d'une de vos interviews avant de vous donner la parole. On a tort de parler de l'effet placebo de manière péjorative. Ce devrait être tout le contraire. Quand quelqu'un est capable de mettre en route un effet placebo, cela veut dire que son organisme fonctionne bien.
qu'il est capable de s'auto-soigner avec des substances qui seront objectivables un jour, et même si l'on ne parvient pas à les objectiver toutes, c'est très noble. Un médecin qui induit un bon effet placebo est un médecin excellent. L'effet placebo est la marque de la bonne médecine, la preuve que la relation entre le médecin et le patient est bonne, qu'il y a une confiance réciproque et une conviction partagée. Docteur Lemoine, bienvenue. Vous avez préparé une présentation. Je propose qu'on la partage à l'écran et que vous puissiez nous présenter ces sujets passionnants. Et puis ensuite, on passera à quelques questions et on donnera pour terminer la parole au public. Bien, merci Valériane, merci Stéphane. On ne pourra pas dire que chez PSIO, ça rime pas. Non? Donc, vous m'avez invité sur un sujet qui va décevoir tout le monde, parce que le placebo, c'est rien. Et vous me demandez pendant 1 heure de vous parler de rien. Et pourtant, c'est ce petit rien qui fait toute la différence. C'est ce petit rien qui va être le marqueur de la qualité de la relation entre le soignant et le soigné, et donc de la qualité du soin donné. Donc, c'est vrai que c'est un sujet un petit peu sulfureux, qui a longtemps été méprisé par la médecine, mais quand même, je vais vous le montrer, le placebo a acquis une vraie respectabilité scientifique. La première diapo, s'il vous plaît. Donc effectivement, j'ai publié en 1996 et en 2011 ces 2 livres où j'essayais de faire le point sur tout ce qui avait pu être dit sur ce petit plus, ce qui est en plus. La suivante, s'il vous plaît. Alors c'est une vieille histoire, placebo. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà tous posé la question, mais c'est quand même un drôle de mot. Et dans la langue française, la première personne du futur d'un verbe, c'est rare, à part lavabo, j'en connais pas d'autres. Et il faut savoir que comme lavabo, d'ailleurs, ce sont des mots liturgiques. Et on est obligé de remonter au tout début de la chrétienté, c'est Saint Jérôme, là, en train de traduire la Bible, qui va devenir la Vulgate, c'est-à-dire la traduction en langue vulgaire, le latin de l'époque, depuis le grec, voire depuis l'araméen. Donc, Saint Jérôme a entièrement traduit la Bible, et la suivante, on tombe sur un de ces versets, qui est le fameux placebo domino in regione vivorum, je plairai au Seigneur au pays des vivants. Je me suis quand même amusé à aller à la source, et donc je suis allé jusqu'à l'hébreu, en fait, et il s'est planté, Saint Jérôme. Enfin, à mon avis, il l'a fait exprès. Et en fait, il a interprété le texte, parce qu'en réalité, ce qui est écrit, c'est « Je marche devant le Seigneur au pays des vivants ». Donc, on devrait parler d'effet caminabo, et le nocebo devrait être l'effet stabo. Peu importe, c'est de la sémantique, mais on voit qu'il y a un débat depuis très longtemps. La suivante, s'il vous plaît. Cette question du placebo est très ancienne aussi. En reprenant les textes, on peut en retrouver dans la Bible, mais là, on en retrouve dans les évangiles. Vous savez que Jésus, j'en parle avec respect bien sûr, mais il a fait surtout de la cancéro, de la psychiatrie, de la dermato et de l'ophtalmo. Et là, on voit qu'il est en train de faire de l'ophtalmologie à plusieurs reprises. Il impose sa main sur des yeux d'aveugle, mais d'aveugle acquis. C'est-à-dire qu'il y a une taie qui est sur l'œil. J'ai une femme ophtalmo, elle m'a expliqué tout ça. Et il peut arriver qu'effectivement, parfois, la taie tombe. Et le personnage va revoir. Mais là, dans ce texte particulier, il s'agit d'un aveugle né. Et là, Jésus procède différemment. Il crache par terre, il fait une espèce de cataplasme, d'emplâtre avec sa salive et la poussière, et il le pose sur les 2 yeux. Va à la fontaine de Siloé, lave tes yeux et reviens. Le gars, l'aveugle, il dit oui, je me suis lavé les yeux, c'est mieux, je vois les hommes qui marchent comme si c'était des arbres. Et là, on voit que Jésus, c'est-à-dire Dieu, s'y reprend 2 fois. Donc là, cette fois-ci, il est obligé de prendre un vecteur physique, un cataplasme, un emplâtre, et deuxièmement, il s'y prend à 2 fois. Il recrache par terre, il refait son emplâtre,
il remet le tout sur les yeux, il renvoie à la fontaine de Siloé, et là, ça marche. Donc on voit qu'il avait compris déjà l'importance d'un placebo, et même d'un dosage de placebo, puisque, par exemple, dans une étude qui restait assez célèbre, des patients qui avaient une hypertension artérielle modérée ont été traités avec un placebo pendant 1 an. Et pendant 1 an, donc, leur tension s'est normalisée, mais plusieurs se sont plaints d'avoir pris du poids à cause de leur placebo. Donc le médecin a réduit le dosage du placebo, un demi-comprimé au lieu d'un, et les gens ont perdu leur poids. Donc on voit qu'il y avait un effet placebo sur la tension, mais un effet nocebo sur le poids. La suivante. Ça ne- Valériane. Oui, je suis là, mais ça ne marche plus. Alors bon. Ah, voilà. Donc vous voyez que jusqu'à présent, le placebo, c'est un truc liturgique, religieux. Et on voit que placebo porte la soutane, et la suivante. Et ce qu'on sait, c'est que cette phrase de Saint Jérôme a fait un tabac au Moyen Âge. Ça plaisait énormément, à tel point que ça a été mis dans les vêpres des morts, et que chaque fois qu'il y avait des vêpres pour les morts, pour un enterrement, il arrivait que le curé, qui avait peut-être d'autres choses à faire, arrive en retard, et à ce moment-là, il y avait des pleureuses qui chantaient à placebo et qui psalmodiaient en permanence placebo, domino, in regione vivorum. Et de ce fait, c'était devenu un vrai sujet de moquerie. Chanter à placebo, c'était en fait se ficher du monde. Euh, Au passage, je voudrais vous montrer ça qui est intéressant, parce que c'est la première étude en simple aveugle versus placebo d'un produit actif qui a été inventé par l'Inquisition. Donc il faut savoir que l'Inquisition, c'était des gens extrêmement sérieux, un peu cruels certes, mais qui n'étaient pas arbitraires. Ils répondaient à un code juridique très précis. Et leur problème, c'était de distinguer les sorcières possédées du diable et les folles. Les sorcières, on les brûlait, mais les folles, bah, on les libérait, surtout que les démons, à l'époque, avaient un statut très privilégié, à tel point que certains voleurs piquaient les insignes jaunes des fous pour être protégés comme les vrais fous. Donc, pour savoir si une femme qui était accusée de sorcellerie était coupable ou non, eh bien, un assistant du bourreau prenait soit des ossements consacrés, ce qu'on appelle des reliques, soit des ossements banals pris dans un cimetière, et il les passait devant l'accusé. Si l'accusé convulsait uniquement avec les reliques, c'était une sorcière. Si elle convulsait avec les ossements ordinaires plus les reliques, c'était une folle. Donc vous voyez que c'est une étude éventuellement en double aveugle, puisque même l'assistant du bourreau ne savait pas si c'était des vraies reliques ou non. Je trouve que c'est assez extraordinaire de voir que les inquisiteurs avaient un tel souci de trouver la vérité qu'ils avaient inventé un protocole extrêmement sophistiqué. La suivante. Alors, on s'aperçoit quand même que vers la fin du XVIe, XVIIe, brutalement, Placebo quitte la religion, il quitte la soutane et il prend des habits de courtisan. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agissait de plaire au Seigneur. Or, la société s'est laïcisée. Le Seigneur a perdu sa majuscule, c'était plus le Seigneur Dieu, mais c'était le Seigneur, le comte, le baron, le Seigneur du village. Et à ce moment-là, ça devient carrément péjoratif, puisque le placebo, et vous pouvez regarder encore dans le dictionnaire Larousse jusque dans les années 1960, placebo, c'est courtisan, flagorneur, flatteur. Et on retrouve beaucoup de textes, notamment le texte de Chaucer sur les contes de Canterbury. Le héros s'appelle Placebo. Donc c'était quelqu'un qui était un flatteur, un flagorneur, et on retrouve ça aussi dans la satire Ménippée, on le retrouve même dans Molière. Il lui jouait du placebo, il lui oignait la moustache de miel. Donc c'était des personnages peu recommandables, les placebos. La suivante. Et brusquement, là encore, là on est au 19e siècle, enfin fin 18e siècle plutôt, Placebo quitte son habit de courtisan et il devient médecin. Il revêt la blouse blanche, ce qu'on appelle à Lyon le sarrau. Alors on peut se demander pourquoi ces mutations. Alors on a assez bien compris le fait de courtisanerie vis-à-vis du Seigneur Dieu, puis ensuite vis-à-vis du Seigneur du village. Et là, cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? La suivante.
Eh bien, en fait, c'est lié à une publication de 1775. C'est le premier dictionnaire médical de l'histoire du monde et où il est enfin question du placebo, médecine banale, anodine, donnée pour plaire. Alors, on peut déjà quand même s'interroger un peu sur le mot médecine donnée pour plaire, parce que si vous, par exemple, Valériane, vous venez me voir parce que vous avez une fièvre et que je vous dis, bah, tiens, je vais vous donner un bon placebo bien dosé pour vous soigner, je ne suis pas sûr que ça va vous plaire. Donc, la définition est quand même un petit peu discutable, mais quand même, enfin, placebo est en médecine et il ne la quittera plus. La suivante. Alors, qui a fait cette transition? Eh bien, c'est un de mes maîtres. J'ai toujours regretté de ne pas avoir été dans cette cour, puisqu'il a enseigné à Lyon, au bord du Rhône, en plus de Montpellier. C'était un moine, c'était un médecin, c'était un philosophe, c'était un alcoolique, donc il avait tout pour plaire. J'ai parlé de François Rabelais. Et François Rabelais, eh bien, il a une phrase qui est assez intéressante, et il dit: la médecine est un drame joué à trois personnages, le médecin, le malade et la maladie. Si le minois du médecin est chagrin, tétri, catonian, malcontent, en bon français, s'il fait la gueule, le remède risquera de ne pas fonctionner. Alors que si le minois du médecin est plaisant, si le médecin est complaisant, le médicament, le remède sera efficace. Complaisant, il faut l'entendre au sens de l'époque, c'est-à-dire se faire plaisir ensemble, se complaire. Et là, on voit que qu'est-ce qui fait le plus plaisir à un patient? C'est que son médecin le guérisse. Qu'est-ce qui fait le plus plaisir à un médecin? C'est que son patient guérisse. Donc cette complaisance est vraiment le noyau, la matrice de l'effet placebo, puisqu'on voit tout de suite que c'est de cette alchimie entre le médecin et le patient, c'est de cette alchimie que va naître l'effet placebo. Et là, on a tout à fait notre plan, puisqu'on voit, c'est un drame joué à trois personnages, le médecin, le malade et la maladie. La suivante. Alors d'abord, je vais vous infliger quelques définitions. Le placebo pur, c'est quoi? C'est une substance pharmacologiquement inerte, par exemple de l'eau distillée ou du sérum physiologique, ça peut être du lactose si c'est en poudre, qu'on donne. Le placebo qu'on donne dans un but thérapeutique. Par exemple, si Stéphane, je vous donne du sucre en poudre, c'est du sucre en poudre. Si je mets ce sucre en poudre dans une gélule et que je vous dis ça va vous faire du bien, c'est un placebo. Donc c'est en fait le discours, c'est le contexte qui va faire que la même substance sera du sucre ou un placebo. Le placebo impur, c'est à peu près la moitié des pharmacies, de ce qu'on trouve sur les rayons des pharmacies. C'est toutes ces substances contre la fatigue, pour la mémoire, pour avoir plus la pêche, tous ces produits pour la mémoire, oui, on a plein de produits anti-Alzheimer qui sont des purs placebos. Mais à partir du moment où il y a une substance active dedans, c'est un placebo impur. Un exemple très simple, prenez la vitamine C. Parce que souvent, le placebo impur, c'est un détournement. La vitamine C, c'est clair que si vous n'avez pas mangé de fruits et de légumes depuis 2-3 mois, que vous êtes en pleine mer, que vos dents commencent à se déchausser et que vous saignez de partout, la vitamine C, c'est pas un placebo. Ça va vous guérir votre scorbut, ça va vous sauver la vie. Enfin, en revanche, si vous prenez la vitamine C pour avoir plus la forme, pour éviter la grippe, pour préparer un examen, avoir plus de mémoire, éventuellement pour éviter le cancer, pour avoir moins de risques de cataracte, tout ça, il a bien été démontré que c'est un pur placebo, parce qu'en fait, on trouve largement ce qu'il faut dans l'alimentation. On pourrait dire la plupart du temps la même chose pour le magnésium, bien que cela puisse plus se discuter. On voit que très souvent, donc, un produit actif, la vitamine C dans le scorbut, va devenir un pur placebo, ce qui est admissible à partir du moment où il n'y a pas d'effet secondaire et que ce n'est pas toxique. L'effet placebo, c'est très différent. Ça ne devrait pas s'appeler pareil. L'effet placebo, c'est l'écart positif entre un effet attendu et un effet observé. Par exemple, j'ai mal aux dents, je prends l'aspirine. Normalement, il va falloir attendre, en gros, 3/4 d'heure pour que ça marche. Et ça va durer 4-5 heures.
Si je suis excellent, vraiment très convaincant, un de mes patients a mal aux dents, je lui donne de l'aspirine, elle va marcher. Au bout de 10 minutes, ça va durer toute la journée. Si je suis pas très bon, si j'ai une mauvaise relation, non seulement ça ne marchera pas, mais en plus, il aura mal à l'estomac. Donc, avec le même produit, la même substance, éventuellement le même patient aussi, on pourra avoir un effet positif, un effet placebo, un écart positif entre ce qui est attendu et ce qui est observé, ou un effet nocebo, donc qui est l'écart négatif entre ce qui est attendu et ce qui est observé. La suivante. On va prendre un exemple très simple, qui est celui qui a été le plus étudié avec le placebo, c'est la question de la douleur. Figurez-vous que si vous testez en double aveugle versus placebo un antalgique, parfois le placebo va marcher dans 85% des cas et parfois dans 5% des cas. Donc ça veut dire que dans un cas, il marche presque à tous les coups et dans d'autres cas, il ne marche pas du tout. Dans quel cas ça va marcher? Eh bien, c'est dans les douleurs les pires. Par exemple, l'endroit, la maladie qui a les plus beaux scores pour le placebo, c'est l'angine de poitrine. Ça a été archi démontré, et même avant l'invention de la trinitrine, il y avait des publications hallucinantes où les médecins proclamaient 92% d'efficacité sur les crises angineuses, et il y a même une très belle publication américaine qui dit « En plus, je l'ai essayé sur moi parce que j'ai une angine de poitrine, et ça marche. » C'est bien la preuve que ce n'est pas un placebo. On n'est pas sûr de de la démonstration scientifique. Quand c'est très très douloureux et que ça fait peur, si on a peur pour sa vie, c'est-à-dire si l'attente du médecin est très importante, ça va très bien marcher. En revanche, il y a un cas où ça ne marche pas du tout, le placebo, c'est les études sur des sujets sains. Imaginez, vous êtes un étudiant, vous n'avez pas beaucoup de sous, vous voyez une petite annonce d'un labo qui dit on voudrait tester en double aveugle versus placebo un nouvel antalgique révolutionnaire. Donc, l'étudiant vient, on lui met un petit dispositif électrique sur le doigt, et puis on lui donne soit le placebo, soit le produit à l'état de recherche, et on lui dit, quand la douleur devient insupportable, vous levez le doigt. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'étudiant, d'abord, il n'a pas peur, et il sait que s'il fait ça, la douleur s'arrête. Donc il n'a aucune raison de développer un effet placebo, de sécréter des endorphines, par exemple, puisqu'il sait qu'en levant le doigt, il n'y aura plus de douleur. Donc on voit que si la douleur n'est pas inquiétante, et si elle est parfaitement maîtrisable, on n'a pas d'effet placebo. La suivante. Donc, premier personnage, le thérapeute. Et celui qui a le mieux illustré ça, c'est le fameux Dr Knock, joué par Louis Jouvet. Et si parmi les auditeurs, certains d'entre vous n'ont pas lu ou vu Dr Knock, je vous enjoins de le faire parce que il avait tout compris en fait sur l'effet placebo. L'auteur Jules Romain avait absolument tout compris parce qu'on voit que le Dr Knock, il met en scène ce qu'on apprend à la fac en réalité. On apprend durement quand même à mettre en scène l'effet placebo parce qu'il y a une dramaturgie de la consultation médicale. On consulte un médecin, on ne lui pose pas des questions, on ne lui donne pas du fric, on l'honore, c'est des honoraires. Et tout le vocabulaire est fondé sur le grec. Et on voit, imaginons que vous êtes un martien qui fait une étude d'anthropologie sur une curieuse planète qui s'appelle la Terre, et il observe donc des gens. Et il voit un kidam, un citoyen. Aïe, j'ai mal au ventre. Immédiatement, ce n'est plus un citoyen, c'est un patient. Entre parenthèses, je vous rappellerai que le patient, c'est une définition, une origine très simple, c'est un condamné par l'Inquisition dans l'attente de son inquisition ou en cours d'interrogatoire. Donc, moi, j'aime mieux dire un malade parce que patient, moi, je ne trouve pas très sympa comme terme. Bref, notre personnage qui est dans la rue a mal au ventre, anxieusement, il cherche un immeuble signalé par une plaque rectangulaire en cuivre bien codifiée par l'ordre des médecins. Et on voit qu'il sonne anxieusement, et là, il y a un personnage avec un costume sacramentel, qu'on appelle une blouse blanche, qui porte autour du cou une espèce de talisman argenté, qu'on appelle un stéthoscope. Et aussi sec, on dit bonjour, docteur. Et il y a très peu de métiers où on appelle par son titre. Alors vous me direz, si, quand même, les avocats, les notaires, pas tellement. Dans les dîners en ville, par exemple, j'ai souvent observé ça en souriant,
Si vous avez donc un évêque, un général, et tout ça, en général, la maîtresse de maison, asseyez-vous monsieur, même le médecin, asseyez-vous docteur. Un truc qui énerve beaucoup ma femme, qui est ophtalmo, euh, asseyez-vous madame. Curieusement, la maîtresse de maison est sexiste et très souvent, elle me donne du docteur, mais pas à ma femme, qui est tout autant docteur que moi. Mais bon, ça fait partie des mystères sociologiques. Notre personnage donc se retrouve devant le docteur qui le fait rentrer et donc le premier acte c'est la consultation. Et j'ai mal à la tête. Vous devez avoir des céphalées. Et mon mal de ventre, c'est des gastralgies. Et j'ai plus mes règles. Vous devez avoir une aménorrhée. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la consultation avance, il y a une espèce de traduction en langage grec réservé aux initiés. Donc le personnage qui souffre se retrouve dans une espèce d'autre univers dont il ne maîtrise pas tous les tenants et aboutissants. C'est un peu moins vrai depuis Internet, mais ça reste quand même assez vrai. Les consultations, quand les infirmiers interrogent les patients à l'issue d'une consultation, très souvent, ils s'aperçoivent qu'il y a un tiers ou les deux tiers qui n'ont pas été compris. Ensuite, vous avez le deuxième acte qui est l'examen clinique. Et là, le patient se retrouve allongé, donc en position de soumission, dans le plus simple appareil, et le docteur fait une espèce de danse sacramentelle autour, où il va percuter, écouter, pénétrer éventuellement, regarder, ausculter, bref, faire tout un tas de gestes qu'il est le seul à avoir le droit de faire. Il n'y a qu'un chirurgien qui a le droit d'enlever un morceau de chair de son contemporain, sinon c'est un délit, puni par la loi, puni de prison. Et enfin, le dernier acte, c'est l'ordonnance. Seul le président de la République, le juge et le médecin ont le droit de faire des ordonnances. Et l'ordonnance, il est fait sur un parchemin sacré. Si vous regardez les en-têtes, c'est assez étonnant de voir la calligraphie qui est extrêmement soignée, avec des titres de plus en plus exotiques par les temps qui courent, parfois même une ou deux décorations en dessous. Puis s'il reste un peu de place, il va écrire. Et là, j'ai fait une étude, aussi bien en Chine, puisque j'ai enseigné à Pékin, que dans les pays du Maghreb où j'ai aussi enseigné, et donc en France et en Belgique, les médecins, universellement, écrivent de manière illisible. On apprend très dur à la fac, et on dit très bien, écrire comme un médecin, ça veut dire écrire de manière illisible. Alors vous me direz aujourd'hui, c'est l'ordinateur, c'est une autre magie. Mon docteur, il maîtrise l'informatique, il sort de manière magique mon ordonnance. Mais globalement, le médecin écrit de manière illisible. Alors vous direz, quand on leur dit ça, ben oui, c'est parce qu'à la fac, on écrit à toute allure. Que nenni, les juristes écrivent tout aussi vite, ils écrivent de manière lisible. Donc ce culte du mystère, il n'y a que le médecin qui peut écrire comme ça, et seul son acolyte, le pharmacien, a le droit de déchiffrer l'écriture sacrée. Et on se demande pourquoi il n'y a pas plus d'accidents, d'ailleurs, parce que des fois, c'est hallucinant de voir ces écritures absolument illisibles, et ça va tellement loin que très souvent, pour les vieilles dames, le pharmacien va écrire de sa belle écriture de potard sur la boîte, un comprimé le matin, un comprimé à midi, un comprimé le soir, pour éviter les accidents qui seraient dus à la mauvaise écriture du médecin. Donc on voit que c'est tellement sacré que si le médecin se plante dans l'orthographe de votre nom, dans la date, vous n'avez pas le droit de rectifier, c'est un délit, et c'est punissable, c'est du pénal. Donc vraiment, on est dans une espèce de mystère complet, une espèce de sacralisation de l'acte médical qui concourt à l'effet placebo. Et Knock avait tout compris. Par exemple, il exigeait qu'en toutes circonstances, on l'appelât docteur, même sa famille, même ses proches. Et il avait cet aphorisme que toute personne en bonne santé est un malade qui s'ignore. Donc lui, il magnifiait, il augmentait l'effet placebo, sauf que c'était pour le fric, c'était pas tellement pour la beauté du geste. La suivante. Pour que vous compreniez bien mon propos, je vais vous raconter l'histoire du docteur Wolf, qui était un grand interniste américain des années 60, très respecté, très connu, enseignant dans les meilleures facultés. Et cet interniste était un peu désespéré parce qu'il avait un patient qui faisait des crises d'asthme très sévères. Rappelez-vous qu'on meurt de l'asthme. Tous les ans, il y a plusieurs milliers de morts par l'asthme en France et en Belgique aussi. Et ça faisait 18 ans que son patient faisait des crises d'asthme et rien ne marchait. À l'époque, il n'y avait que la théophiline en fait, qui existait et ça ne marchait pas du tout. Donc, il s'inquiétait beaucoup pour son patient.
Et comme il suivait la littérature, il voit arriver une publication d'un nouveau concept, un médicament complètement nouveau, pas encore commercialisé, très prometteur. Donc, il pense à son patient et il écrit: Mon cher laboratoire, pour des raisons humanitaires, compassionnelles, s'il vous plaît, envoyez-moi des échantillons. À l'époque, c'était possible. Il reçoit ces échantillons et dans son texte, il dit: Je les donnais à mon patient comme d'habitude. Le lendemain, guéri. Pendant 2 semaines, pas une crise d'asthme. Comme c'était un médecin très honnête et très scientifique, il demande au laboratoire: Mon cher laboratoire, s'il vous plaît, envoyez-moi des comprimés de placebo, même présentation, qui donne à son patient. Le lendemain, le patient a rechuté. Pendant 15 jours, il a refait des crises d'asthme. Il recommence avec le produit actif, reguérison. Il refait du placebo, rechute, et enfin, il le met définitivement au produit actif, et le patient est guéri. Mon cher laboratoire, je peux dire raisonnablement que votre produit est efficace chez mon patient asthmatique. Mon cher docteur Wolf, depuis le début, vous n'avez que du placebo. Et cette observation avait fait l'effet d'un coup de tonnerre. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer? Excellent. Donc ça montre une chose déjà, c'est que en médecine, le mensonge ne paye pas. Et c'est pas moralisateur ce que je dis. Techniquement, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que les médecins, c'est pas des acteurs professionnels. Et on peut imaginer que quand ils donnaient ce qu'ils pensaient être le produit actif, j'étais assez content quand même. Quand même, moi, le docteur Wolf, j'ai réussi à obtenir un produit qui n'existe nulle part ailleurs. Et puis que quand il donnait ce qu'il pensait être le placebo, il devait faire peut-être une autre tête. Et que rien n'était dit, mais que le patient captait complètement le truc et qui rechutait ou qui guérissait en fonction de ce qu'il avait capté inconsciemment du message inconscient du médecin. Donc rappelez-vous tous, c'est très vilain de mentir et en plus ça ne marche pas. La suivante. Ce qu'on voit aussi, c'est que le placebo, je vous l'ai dit, c'était sulfureux, c'était un peu diabolique, c'était un peu magique, mais est arrivée l'ère des essais en double aveugle versus placebo. Et là, c'est devenu la respectabilité, et c'est depuis qu'il y a des recherches qui montrent comment ça fonctionne l'effet placebo, parce que maintenant on sait comment fonctionne l'effet placebo et l'effet du placebo, ce qui n'est pas exactement la même chose. La suivante. Donc, le médecin, le malade et la maladie. Donc là, on va regarder le malade. Chez qui le placebo peut-il agir? Est-ce que le placebo agit chez l'animal? La réponse est oui, mais uniquement sur l'animal domestique. Sans être lacanien, je vous rappellerai que Lacan, il écrivait ça, l'animal domestique, c'est D'-HO2MESTIQE, parce qu'effectivement, l'animal domestique est façonné par l'homme. Il y a fort à gager que si vous mettez un comprimé de lactose dans la savane et qu'une antilope vient à la brouter, on ne verra pas d'effet placebo. En revanche, il a été archi démontré que un chien ou un chat qui a de l'eczéma, on lui donne un placebo, ça marche. Comment ça marche? C'est assez simple. Très souvent, un animal qui a un eczéma, c'est que le maître est anxieux, qu'il y a une névrose chez le maître, qu'il est vraiment sur l'animal qu'il couve, et que si le vétérinaire dit: je vous assure, ce truc, ça marche vraiment bien, je l'ai donné à des tas d'autres chats, ils ont tous guéri, l'anxiété du maître va chuter, et l'animal va guérir. Et ça a été montré chez les vaches à lait qui donnent plus de lait quand on donne des placebos. Enfin bref, à partir du moment où on modifie l'état d'esprit de l'éleveur ou du maître, ça fonctionne. Chez les bébés, ça marche aussi, ça a été bien démontré pour le même genre de raison. Un bébé qui dort pas la nuit, si vous donnez un placebo, ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut rien donner au bébé, même un placebo. Mais si vous donnez un placebo et que vous dites aux parents: il va dormir, les parents sont rassurés et le bébé dort. Je trouve ça encore plus efficace de filer un bon somnifère aux parents, comme ça le bébé il dort enfin tranquille. Mais comme je prescris jamais de somnifère, c'est une autre histoire. Le sujet sain, ça c'est intéressant. Est-ce que le placebo fonctionne chez le sujet sain? Vous allez me dire, c'est quand même bizarre votre question. C'est une étude qui a été faite par Pierre Pichot, qui est intéressante. Il n'était pas, comment dire, à cheval sur les consentements. Donc il a pris tout un amphi de ses étudiants en médecine.
et il leur a dit vous allez avaler ce comprimé. Et il a fait prendre un comprimé à tout l'amphi, en leur expliquant que si vous voulez avoir leur examen, peut-être c'est très bien qu'ils avalent leur comprimé. Donc, ils ont avalé le comprimé, et le lendemain, il les a tous interrogés en disant qu'est-ce que ça vous a fait? Il n'y avait aucune information. Il y a à peu près, je crois, 70% des étudiants qui ont dit bah, non, ça m'a rien fait. Rien du tout, j'ai rien senti. Mais il y en a eu 15% qui ont dit votre truc, c'est une horreur. J'ai eu mal à la tête, j'ai eu des vertiges, j'ai mal dormi. Avec ma copine, ça n'a pas du tout marché hier soir et aujourd'hui, je suis complètement dans le potage. C'est une horreur, votre produit. Et il y en a 15% qui ont dit mais votre produit, mais il est génial. J'avais une pêche hier soir. Ma copine s'en souviendra toute sa vie. J'ai révisé, c'était incroyable. Parce que ça a bien marché. J'ai passé une nuit magnifique. J'en veux encore. Donc vous comprenez qu'il y a des sujets répondeurs et on voit que c'est l'attente qui va conditionner la réponse. Et que si l'attente est forte, on l'a vu déjà tout à l'heure avec la douleur, eh bien, les étudiants peut-être un petit peu anxieux, qui avaient peur de rater leur examen, probablement ça a bien marché chez eux. Et puis ceux qui se trouvaient au top déjà, ça pouvait que les aggraver. Et vous voyez que comme Coluche parlait de la lessive qui lave plus blanc que blanc, eh bien grâce au placebo, vous allez mieux que bien. Est-ce que on peut penser que le placebo, ça marche différemment en fonction du QI des gens? Beaucoup de médecins s'imaginent que si un sujet, pardon de ma vulgarité, est con, ça marchera moins bien. Ben, c'est totalement faux. Aucun rapport entre l'intelligence et l'effet placebo. La preuve, c'est que parmi mes patients, j'ai plein de médecins, des gens forcément très intelligents, n'est-ce pas? Ça marche très bien le placebo chez eux. La personnalité, on trouve aucune corrélation non plus. En revanche, la maladie, il y a quand même des trucs à dire là-dessus. La personnalité du médecin, on pourra en discuter aussi. Est-ce qu'il y a des médecins placebo-inducteurs et des médecins non placebo-inducteurs? Et la réponse est oui et non. Voire Autrement dit, nocebo-inducteur. oui, voire nocebo-inducteurs, bien sûr. Imaginez que moi, le spécialiste du sommeil, je soigne une maladie dermatologique. Ma conviction risque d'être moyenne et je risque d'être nocebo-inducteur. En revanche, si je vois un bel insomniaque, il y a toutes les chances que je sois placebo-inducteur. Et ma femme qui est ophtalmo, si elle s'occupe de sommeil, a priori, les gens dormiront pas forcément mieux, voire pire. Donc ce qu'on observe, c'est que l'effet placebo est lié d'une part à la compétence, d'autre part à la conviction, et enfin au charisme du médecin. C'est ce qui explique que moi je soutiens l'homéopathie, même si les homéopathes ne prescrivent pratiquement que des placebos, au moins quand ils sont dans les hautes dilutions, au-delà de 5 ou 7 CH, c'est que les homéopathes, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur temps. Toutes les études montrent que plus la consultation est longue, mieux le médicament va marcher, plus l'effet placebo est important. Ils prennent un peu plus de sous. Là aussi, il a été montré que l'effet placebo est corrélé au montant des honoraires. Troisièmement, ils y croient. Quatrièmement, ils expliquent, ils partagent leurs connaissances. Et cinquièmement, on est à nouveau dans la magie, ils ont des noms chrysanthellum americanum, drosera composé. Puis attention, prenez pas de menthe en même temps, hein, attention, puis il faut bien le mettre sous la langue pour que ça marche. Donc on a beaucoup de magie aussi, et qui repose sur le latin, qui est la langue des clercs. Et on voit que parfois d'ailleurs, Pediculus capiti, si les gens savaient que c'était le coup de tête qu'ils absorbent, ils seraient peut-être moins contents, mais c'est du latin, donc ça fonctionne bien. Donc l'homéopathe est un médecin, on va dire, c'est les médecins qui ont le mieux compris et optimisé l'effet placebo. Et c'est pour ça qu'on doit conserver l'homéopathie, pour une raison simple aussi, c'est que si la médecine abandonne complètement le terrain de la magie, ben les gens ils vont chez qui? Chez les magiciens, c'est-à-dire chez les rebouteux, les guérisseurs, qui sont géniaux pour induire des effets placebo, mieux que les médecins, mais le problème c'est qu'ils ne savent pas poser de diagnostic. Donc si vous avez mal au ventre et que vous allez voir un homéopathe, il va vous examiner, 3 cas de figure. Soit il pense qu'il y a une grosse douleur, c'est une appendicite, il vous envoie chez le chirurgien. Soit il palpe un truc qui ne lui plaît pas, il vous envoie chez le cancérologue. Soit c'est une douleur fonctionnelle et il va traiter
et ça va marcher. Le rebouteux, il ne va pas vraiment examiner. Quand il va faire ses passes magnétiques, ça va très bien marcher effectivement sur les colopathies fonctionnelles, mais il risque d'envoyer au cimetière celui qui a une appendicite ou celui qui a un cancer. Donc la médecine ne doit pas abandonner ce terrain-là non plus. La suivante. Et enfin, la maladie. Donc on va prendre un exemple très simple qui est celui de l'ulcère à l'estomac. La suivante. Encore. Donc là, vous avez un bel estomac avec un beau trou au milieu. La suivante. Et on sait que la suivante, les gens qui ont des trous à l'estomac, c'est souvent des gens très stressés, qui a beaucoup. La douleur va informer le cerveau qui se stresse, et le stress va informer l'estomac et va lui dire tu vas faire encore plus d'acide. Donc il y a un cercle vicieux, plus j'ai mal, plus je suis stressé, plus j'ai de l'acide chlorhydrique dans l'estomac, et donc je suis dans un cercle vicieux complet. La suivante, et là tout marche. On sait par exemple la cause principale, c'est un microbe qui a un très joli nom poétique, Helicobacter pylori. Donc là l'antibiotique ça marche. La suivante. Je crois que c'est un antiacide, je ne peux plus lire ce que c'est, mais enfin bon, ça Il est marche aussi. marqué acide chlorhydrique. C'est ça, c'est ce qui rend malade. La suivante. Donc les antiacides, les antistress fonctionnent tous. Donc le stress, il y a le café, il y a l'alcool, il y a la fête, tout ce qu'on veut, la nicotine, l'aspirine, tout ça, c'est des causes d'ulcères. La suivante. La psychanalyse. Bien que ce soit une méthode psychothérapique totalement inefficace, alors que c'est la meilleure méthode de développement personnel au monde, mais ce n'est pas un soin. Hein. Comme disait un de mes maîtres psychanalystes, la psychanalyse fait d'autant plus de bien qu'on va bien et d'autant plus de mal qu'on va mal. Donc ce n'est pas un soin. Et là, comme on demande aux gens de venir 1, 2, 3 fois par personne, par semaine, de donner beaucoup de sous, ça marche. La suivante. Oui, donc combinaison antiacide que j'ai mis à côté de l'acide chlorhydrique. La suivante, il y a des tas de comprimés, des protecteurs gastriques qui fonctionnent aussi. La suivante, la méditation, la prière, la claustration, ça marche aussi. La suivante. Et enfin, les neuroleptiques, ça marche. Donc on voit en réalité que tout marche dans l'ulcère à l'estomac à partir du moment où il y a une conviction que ça va marcher. Et donc, on peut soit tuer la cause avec l'antibiotique, soit protéger la paroi avec les protecteurs gastriques en haut à droite, soit couper le cerveau de l'estomac avec un neuroleptique, soit couper le stress avec une prière ou une méditation, soit avec la psychanalyse. Bref, tout fonctionne. L'important, c'est de casser ce cercle vicieux entre l'estomac et le cerveau. La suivante. Donc on sait que à peu près toutes les maladies répondent au placebo. Par exemple, peut-être vous êtes en train de vous dire, c'est un truc de psy, son histoire placebo. Que nenni. Il y a par exemple des études qui ont été faites sur la tuberculose, assez étonnantes. Vous savez que la tuberculose, c'était bien pire que le sida. Il y avait des millions et des millions de personnes de par le monde qui l'avaient. C'était presque toujours mortel. Et enfin, c'était l'horreur, carrément. Et puis, à la fin de la guerre, est arrivé le premier antibiotique efficace, le streptomycine. Il y a eu une ruée mondiale et le laboratoire a été rapidement débordé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit aux médecins, écoutez, on va augmenter la production, mais dans l'attente, vous allez faire des choix. Une mère de famille méritante avec 3 enfants, vous allez lui donner un vieillard isolé, vous n'allez pas lui donner. Et les médecins ont dit, c'est hors de question, c'est complètement contraire à l'éthique, nous refusons. Donc le laboratoire a dit, dans ces conditions-là, on va faire autre chose. On va tirer au sort. Il va y avoir ceux qui ont l'antibiotique et ceux qui ont un placebo. Et on va les suivre. Ça a pris 6 mois, le temps de fabriquer suffisamment de médicaments. Au bout de 6 mois, pas de différence clinique. C'est-à-dire que les gens sous placebo n'avaient pas plus de fièvre, pas plus de toux, pas plus de crachat. En revanche, les cavernes continuaient à se creuser dans les poumons, dans le groupe placebo et pas dans le groupe antibiotique. Donc vous devez être en train de vous dire, d'accord, son placebo, ça marche sur l'expression fonctionnelle de la maladie, mais pas sur la maladie. Que nenni.
Et vous allez comprendre, là, on va parler un peu de cancer et de choses de ce genre-là, et vous allez voir, et chez l'animal. Donc là, la souris avec des problèmes oedipiens, c'est assez rare. Donc vous prenez une souris en pleine forme, la suivante, et vous lui balancez une pêche. C'est pas gentil. Les âmes sensibles, les suiveurs de Brigitte Bardot peuvent quitter un moment. La suivante, et au bout de 15 jours où la souris ramasse des pêches, des décharges électriques aléatoires, un peu toute la journée, elle tombe malade et elle meurt. Vous recommencez l'expérience suivante, encore, mais avant de donner la pêche, elle est avertie. Bon, c'est pas une cloche, mais c'est un signal lumineux. C'est-à-dire, la souris sait qu'elle va prendre une pêche. Et donc, on la voit qui se prépare psychologiquement, qui se terre dans un coin. Et au bout de 15 jours, elle est en pleine forme. Donc, on voit que le même stress, qui est une décharge électrique, à partir du moment où l'animal est informé, averti, n'a pas de conséquences pathologiques, alors que si ça lui tombe au hasard, il tombe malade, c'est-à-dire son système immunitaire est complètement détruit. Plus fort, la suivante, on va varier les plaisirs, on prend un rat, et notre rat, il dort. La suivante, vous prenez un bistouri sale, le bistouri, vous l'avez trempé dans du purin. La suivante, vous anesthésiez le rat, en anesthésie générale, vous lui incisez le crâne avec votre bistouri septique, et vous lui mettez un gros pansement sur la tête, et vous le réveillez. Et 8 jours plus tard, prise de sang, et vous voyez qu'il a réagi contre les microbes qui ont été introduits, il a multiplié les globules blancs. Suivante, ça on le fait 3 fois. Vous vous rappelez la séquence, le rat est anesthésié, on lui incise la peau du crâne avec un bistouri sale, on le réveille avec un gros pansement sur la tête, et une semaine après, il y a une réaction immunitaire de défense contre le microbe. La suivante, la 4e fois, le rat est anesthésié, on ne lui fait pas d'incision sur la tête, on ne lui fait rien, mais on lui met un gros pansement. La suivante, et une semaine après, il y a la même réaction immunitaire. C'est-à-dire que vous avez feinté les globules blancs, vous avez fait croire aux globules blancs qu'il y avait une introduction de microbes, et les globules blancs se sont multipliés. On a conditionné le système immunitaire. Et ça permet de comprendre quand même pas mal de choses sur la cancérologie, sur les maladies auto-immunes, sur les allergies, bref, sur tous les problèmes immunitaires, à tel point que certains auteurs vont jusqu'à dire que le système immunitaire n'est jamais qu'un système nerveux dilué et circulant, puisque c'est les mêmes neurotransmetteurs qui les régissent dans les deux cas. Donc là, on voit vraiment qu'il est possible d'induire des maladies à des patients. La suivante. Donc la suivante, ce qu'on sait, c'est que je vous ai dit, toutes les maladies peuvent répondre. Donc le cancer peut répondre. Alors bien sûr, on ne va pas faire des études de placebo avec les cancéreux, mais on sait qu'en tout cas que chez l'animal, ça peut avoir une efficacité. On sait aussi que, par exemple, pour les effets secondaires des antimitotiques, comme les vomissements, l'homéopathie fait très bien. Moi, j'envoie tous mes patients cancéreux qui ont des effets secondaires chez les homéopathes qui font merveille dans ce cas-là. Bref, on a vu l'infectieux, la maladie qui répond assez bien, c'est la maladie psychosomatique, l'asthme, l'ulcère, l'eczéma, tous ces trucs assez immunitaires aussi. Mais comment ça marche ? Vous allez vous dire comment ça se fait qu'une pensée, une idée, une situation va entraîner ou non une guérison. La suivante. Donc il y a des études qui ont été très bien faites, notamment par des dentistes, qui ont montré que si on fait une extraction dentaire à tous les patients et que à tous les patients, on leur donne un placebo dentalgique. Je vous ai arraché une dent, je vous donne un produit qui va faire merveille chez vous, vous n'aurez plus mal. Et la moitié des patients tirés au sort vont recevoir de la naloxone. Je vous expliquerai ce que c'est. L'autre moitié, un placebo de naloxone. La naloxone, ça bloque les endorphines. Donc c'est un peu compliqué comme raisonnement, mais on vous arrache une dent, normalement vous avez mal. On vous donne un placebo qui fait que vous allez sécréter des endorphines pour lutter contre la douleur. Vous allez sécréter plus d'endorphines
grâce au placebo dentalgique. Mais si on vous donne un antidote au placebo, c'est-à-dire un anti-endorphine, ben, le placebo ne marche plus. Donc on peut montrer qu'on peut inhiber pharmacologiquement un placebo dentalgique juste avec de l'analoxone, ce qu'on donne par exemple aux toxicomanes qui prennent de la morphine et qui sont intoxiqués, ça les réveille instantanément. Dans le Parkinson, qui est quand même une maladie organique, il y a une destruction des neurones dopaminergiques, des noyaux gris centraux, eh bien, on sait que les Parkinsoniens répondent très très bien au placebo, et il a été montré que si on donne de la L-Dopa à un Parkinsonien, ça marche. Ensuite, on donne au même Parkinsonien un placebo de L-Dopa. Certains, ça marche, certains, ça marche pas. On ne garde que ceux chez qui ça marche. On regarde avec un PET scan, une technique caméra appositon qui permet de voir l'activité des noyaux du cerveau. Eh bien, le mot de part fait que les noyaux dopaminergiques du cerveau s'allument. Et quand le placebo de dopa, c'est les mêmes cerveaux qui s'allument de la même manière. Donc on voit que le placebo de L-Dopa, le mot de part, agit exactement comme le médicament du Parkinson, c'est-à-dire qu'il induit une activité dopaminergique chez le Parkinsonien. Dernier exemple, la dépression. Eh bien, il a été montré que les gens qui répondent à un placebo d'antidépresseurs sérotoninergiques allument les mêmes zones du cerveau que s'ils avaient pris un antidépresseur vrai. Donc on voit qu'en réalité, on peut très bien expliquer l'action intime du placebo par le fait que si vous avez un effet placebo, c'est que vous avez été, la suivante, capable de fabriquer des endomédicaments, des médicaments endogènes. Pourquoi? Parce que le cerveau est un incroyable laboratoire pharmaceutique. On peut tout fabriquer, des antipyrétiques, des antihypertensions, des anticancéreux, des antibiotiques. Tous les médicaments de la création sont fabriqués par notre cerveau. Il n'y a qu'un problème, c'est qu'on ne peut pas compter dessus. Parce que l'effet placebo, c'est comme le cerveau, comme ces fantômes qui n'apparaissent qu'à ceux qui y croient. C'est-à-dire que on ne peut pas dire qui va répondre ou pas. Et qu'on ne va pas s'amuser à donner des placebos à des gens qui ont des maladies curables et sévères. La suivante. Placebo chirurgical, il nous reste 8 minutes, c'est très intéressant, c'est la créativité italienne, c'est pour les gens qui avaient une angine de poitrine par sténose des coronaires. Et donc, il s'était dit, si on clampe l'artère mammaire interne, la circulation en amont va envoyer des artères collatérales, et donc ça va réirriguer le myocarde. Et donc, ils ont commencé à clamper l'artère mammaire interne. Et ça marche. C'est génial. C'est une chirurgie lourde. Il y a eu pas mal de morts quand même pendant cette chirurgie. Mais c'était génial. Il y a eu des publications dans le monde entier, même dans Sélection de Reader's Digest, c'est vous dire à quel point c'était scientifique. Puis un jour, il y a une équipe allemande et une équipe américaine qui ont dit, bon, c'est en train de se diffuser cette technique, peut-être qu'il faudrait quand même qu'on voit scientifiquement ce qu'il en est. Et donc, ils ont fait une étude qui ne serait plus acceptée aujourd'hui. On peut se demander si c'est pas dommage. Ils ont pris donc des gens qui avaient une angine de poitrine. Ils ont été anesthésiés. Ils étaient au courant de rien, les gens. Et le chirurgien, une fois le patient endormi, ouvrait un petit papier qui était tiré au sort. Si c'était A, il faisait le clampage de l'artère mammaire interne. Et si c'était le B, c'était placebo. Donc, il faisait une incision superficielle de la peau et il recousait. Et ensuite, on les suivait pendant 6 mois. Pas de différence clinique entre les groupes. Un seul a été amélioré sur le plan électrocardiographique. Pas de bol, il avait eu une chirurgie placebo. Donc évidemment, d'un point de vue éthique, on pourrait dire que c'est quand même étrange de ne pas prévenir les gens qui ont une chance sur deux d'avoir une belle balafre alors qu'ils n'ont pas eu de chirurgie. Mais d'un autre côté, on a probablement sauvé des centaines de vies de gens qui seraient tombés au champ d'honneur de la chirurgie. La suivante. Donc on voit que l'éthique est compliquée. Bon, il n'y a pas de problème avec le placebo pur si c'est dans un cadre de recherche scientifiquement approuvé où les gens sont au courant et signent un consentement écrit comme chez le notaire. Le placebo impur, moi, ça ne me pose aucun problème de prescrire du magnésium à condition d'y mettre les formes. Si je dis à un patient
qui est nerveux, qui a des trémulations des paupières, je vais vous donner du placebo, vous allez voir, c'est génial, je vais vous donner un magnésium, il est suractif, d'ailleurs c'est un magnésium américain, c'est vous dire. Je mens comme un arracheur de dents. J'ai pas le droit. Si je dis, je vous donne du magnésium, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. En fait, je fais intervenir la notion de meilleur rapport bénéfice-risque. On sait que tous ces produits benzodiazépines donnés en général pour ces états de nervosité ne marchent pas et sont dangereux, notamment immunotoxiques. Le magnésium, même si ça n'était qu'un placebo, ce qui n'est pas sûr, n'a pas de toxicité, à part un petit peu de diarrhée dans certains cas. Donc, quand je dis c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, je ne mens pas. Et c'est pas jésuite ce que je vous dis. Le pieux mensonge, ça marche pas. Je ne suis pas d'accord, on n'a pas le droit de mentir. Mais ce qui est intéressant, il y a beaucoup d'études qui le montrent maintenant, c'est que on peut dire aux gens, je vais vous donner un excellent placebo, expliquer ce que c'est qu'un placebo, et ça marche. Et j'avais un de mes adjoints qui avait inventé le Lobépac, qui était un élixir rouge pour le matin et bleu pour le soir, parce qu'il a été montré que le rouge réveille et le bleu endort en matière d'élixir, parce qu'en matière de lumière, c'est le contraire, le rouge endort et le bleu réveille. Bref, il donnait ça aux patients et ça marchait magnifiquement bien, alors qu'il leur disait, le matin, c'est un placebo rouge qui va vous réveiller, et le soir, c'est un placebo bleu qui va vous endormir. Et c'était impressionnant de voir que les patients, qui donc étaient informés, ça fonctionnait. Et il y a beaucoup d'études maintenant qui montrent qu'il n'est pas nécessaire de mentir pour prescrire un placebo. L'homéopathie, on en a parlé. La suivante. Donc, c'est quoi un bon médecin? Ben, je pense que vous l'avez compris. C'est un médecin qui est optimiste, qui ne ment pas et qui y croit. Merci. La suivante. Petit coup de pub. Il nous reste 4 minutes pour les questions. C'est hallucinant le nombre de bouquins que vous avez écrits, quoi. Oui, je sais, je suis un incorrigible, j'ai une graphorée intraitable. Et waouh, J'en suis à 46. Ils ne sont pas tous là. 46. Donc, je propose que tu donnes peut-être la parole à, que tu lises quelques questions, puisqu'on a peu de temps. Oui, alors j'arrête le partage. Vous pourrez, en regardant le replay, vous pourrez vous arrêter à cette image-là et faire la liste de tous les livres que vous allez acheter prochainement. En attendant, je nous remets. Il y a deux questions qui ont été posées dans le chat. Alors, la première est de Sophie. Plus de viande blanche, j'aime bien cette question-là. Ah oui, c'est ça. C'était pas tout à fait cette question que je visais, mais on peut reparler de la fondue bourguignonne, évidemment. Donc elle dit, je me permets de poser une question. Hein. Une personne qui n'a pas confiance en traitement allopathique non placebo et ou qui ont la crainte des effets indésirables, est-ce que le traitement peut être inefficace? Oui, et il risque même d'être nocebo, c'est-à-dire d'induire des effets secondaires sévères. On voit que l'exemple que j'ai donné de l'aspirine, quelqu'un qui aurait une peur panique de l'aspirine risque de faire un ulcère à l'estomac, alors quelqu'un qui n'a pas peur risque d'être amélioré. Donc on voit que en fonction des croyances qu'on peut avoir, et c'est très culturel. Il y avait une étude que j'avais trouvée extraordinaire, ça se passe donc chez des Maasai, et ça se passe dans les années 60. Donc les Maasai, ils n'avaient jamais vu de blanc. Et puis arrivent des flying doctors, des docteurs en avion, en blouse blanche. Et il y a un gars qui dit j'ai beaucoup de fièvre, on pense qu'il avait le palu. Il était allé voir son sorcier, qui avait fait son boulot, il avait été dans la savane, il avait demandé à l'arbre la permission de prendre la racine. La racine, c'était qu'une racine. Après, il a fait dans sa case des fumigations, des prières, des danses. C'est devenu un remède. Il a donné, ça n'a pas marché. Donc le guerrier Maasai, il s'est dit, mais tiens, on va essayer le docteur blanc. Et le médecin donc, a voulu lui donner de la quinine. Et il n'a accepté de prendre ce médicament que si le médecin avait craché dessus auparavant. Les Américains étaient horrifiés, c'était sale quand même. Et en fait, ça montrait que ce mec était brillant, intelligent, et qu'il avait tout compris de ce qu'on appelle la transsubstantiation. Vous savez que
Bon, le modèle du placebo en Occident, c'est l'hostie, qui est du pain azime. Et pourtant, à partir du moment où il est consacré, ça devient un produit actif. Il a le corps du Christ, la présence réelle du corps du Christ. Donc là, on est vraiment dans la transformation par un autre rituel que le rituel de la consultation, mais celui de la messe, d'une substance inerte en substance religieusement active. Eh bien, ce mec-là, ce guerrier Maasai, il s'était dit, je ne sais pas ce que c'est un comprimé blanc, qu'est-ce que c'est que ce machin-là, ça ne veut rien dire pour moi. Mais peut-être que, donc c'était comme une racine que j'aurais pris moi-même dans la savane. Mais si le médecin, il met du sien, Hmm. ça va marcher. Et donc, ça montre d'une certaine manière que comme la communion, c'est un rituel cannibalique, hein, puisqu'on mange le corps du Christ, eh bien, quand on donne un médicament et qu'on y met du sien, qu'on a fait tout ce rituel dont je vous ai parlé, eh bien, quand le patient avale les comprimés, ben, il bouffe un petit peu du médecin. Il y a un petit peu de cannibalisme aussi. Et c'est ça qui marche. Intéressant. Alors, il y a Nathalie qui pose une question. Elle dit, quand le médecin nous fait une ordonnance, comment la pharmacie nous délivre un placebo? Elle dit qu'elle a été addicte à la morphine et qu'elle a demandé des placebos, mais qu'ils lui ont été refusés. Donc, Oui, parce que c'est au médecin de prescrire. Euh, je vais vous donner un exemple où je prescris du placebo pur, sans mentir. Imaginez un patient, on va déborder un petit peu Stéphane, j'espère que vous ne nous gronderez pas trop. Vous avez un patient que vous êtes en train de sevrer de son hypnotique. Imaginons, il prend de l'azopiclone et pendant un mois, trois quarts, ensuite pendant un mois, un demi-comprimé, ensuite un quart de comprimé. Et beaucoup de personnes ne supportent pas l'idée de rien prendre au moment. Donc à ce moment-là, je fais la méthode mie de pain. Donc je demande à un patient de prendre la mie de pain et de faire 7 boules de mie de pain. Et dans 6, il va mettre son quart de comprimé, et dans une, il ne va rien mettre. Il les mélange, et tous les soirs, il en avale une. Et la semaine d'après, 5 mie de pain, puis 2, puis etc. Et on arrive à faire des sevrages très élégants. Mais on peut faire mieux. Il faut avoir un complice, soit le conjoint, soit le pharmacien, soit quelqu'un. Donc, vous faites 2 tas. Alors, on prend des gélules que le pharmacien va prescrire. Pour les insomniaques, je demande des gélules bleues, parce qu'il a été montré que le bleu marche mieux que le rose pour l'insomnie. Le rose marche mieux que le vert pour l'anxiété. Il y a toute une alchimie de la couleur qui existe aussi. Et curieusement, pour une symbolique qui m'échappe, le marron marche mieux pour le digestif. C'est très curieux. Bref, vous avez votre patient, donc il est à un quart. Vous faites vos 2 tas de gélules, les gélules placebo et les gélules avec, donc je fais juste du sucre en poudre, et ceux où il y a dedans un quart de comprimé de l'hypnotique. Vous ne les mélangez pas. Et puis vous prenez des petits papiers et vous, sur un mois, vous mettez par exemple 25 petits papiers marqués H comme hypnotique et 5 petits papiers marqués P comme placebo. Et vous mélangez tout dans un chapeau. Et tous les soirs, le conjoint tire au sort un papier. Ah, ce soir, c'est placebo. Et il prend dans l'armoire, sous clé, la gélule placebo et il le met sans rien dire sur la table de chevet. Il note, j'ai donné ce soir un placebo. Et le lendemain, l'insomniaque en cours de sevrage dit, ben, je n'ai pas fermé l'œil, j'ai sûrement eu un placebo. Ou bien, j'ai vachement bien dormi, j'ai dû avoir le produit actif. Et tous les mois, on fait ça. Et au bout d'un moment, et moi j'adore ce moment-là, on fait le débriefing, c'est-à-dire qu'il y a la liste de ce qui a été vraiment donné et la liste de ce qui a été parié. Et c'est comme certains lits bien connus, certains riz bien connus, ça ne colle jamais. C'est-à-dire, ah ben c'est incroyable, le 2 avril, j'ai pas fermé l'œil et j'ai eu le produit actif. Oui, mais rappelle-toi, c'est le soir où maman a débarqué sans crier gare. Et donc, à partir du moment où le patient comprend que son insomnie est liée aux événements de vie et non pas à son quart de comprimé qui est déjà presque un placebo, bah c'est gagné, le sevrage est réussi. Donc là, on peut prendre un placebo sans mentir, alors que c'est un placebo pur. merci. La dernière question, non, parce que il y a plein de gens qui croient à la magie, puis ça marche pas le placebo, parce qu'il y a la croyance, on va dire, consciente, puis il y a la croyance inconsciente. Et ça colle pas. Vous voyez, par exemple, j'ai introduit mon livre sur le placebo par le fait que je suis coupeur de feu. Hein, j'ai le don de couper le feu. Eh bien, les gens qui n'y croient absolument pas, ça marche au moins aussi bien que ceux qui y croient. D'ailleurs, ça marche presque à tous les coups. Et je pense que j'induis un effet placebo.
Et le PSIO, pour ne pas le citer, à partir du moment où ça induit le sommeil, ça induit une anxiolyse, sans le secours d'une substance active, on peut dire que c'est un merveilleux placebo, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire c'est un procédé qui permet de mettre en route la machinerie neurologique qui va se mettre à prescrire, pardon, à produire, je suis fatigué, à produire des substances thérapeutiques, anxiolytiques, hypnotiques, antidépressives, que sais-je, et même immunopositives. Donc, dans ce sens, on peut dire que PSIO est un placebo, mais c'est magnifique. Bien, ben, merci beaucoup, docteur Lemoine, pour ce extraordinaire vision panoramique, historique, explicative, thérapeutique. Enfin, on est vraiment ravis d'avoir assisté à cette présentation. Euh, je pense que vu l'heure, on va s'arrêter là. On a lu les questions, je pense. Et par contre, moi, je me permettrai de faire un mail avec quelques conseils pour optimiser la présentation du dispositif PSIO dans l'optique d'optimiser les résultats. Voilà, parce que j'ai noté, j'ai pris des notes sur un conseil à donner. Vu que vous aviez des antisèches. Bien, merci à tous pour votre présence Eh bien, Merci. et, au et revoir à à très tous. bientôt. À très bientôt. Et alors, si vous avez des questions par rapport au PSIO, justement, vous pouvez contacter la personne qui vous a envoyé le lien du café PSIO de ce soir ou bien nous contacter à l'entreprise. Vous pouvez envoyer un email à l'adresse info@psio.com ou à Valériane en un mot avec un seul N @psio.com et nous vous répondrons avec plaisir. Nous vous donnerons également dans les semaines qui viennent la date et le thème de notre prochain café Psyo. On vous souhaite une magnifique suite de soirée et à tout bientôt. Au revoir. Au revoir.